Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu qui aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui a un impact qui est énorme mais qu'on parle peu, c'est-à-dire la gestion des médicaments en situation de crise et de stress. Pour parler de ça, aujourd'hui je suis accompagné de Dr Frédéric Lemaire. Salut Fred! Hello, ça va bien, Matt? Ça va toi? Super. Hey, juste pour, avant qu'on commence, les gens qui te connaîtraient pas, peux-tu nous parler un petit peu de toi? Oui, moi, je suis un médecin d'urgence qui travaille à l'hôpital Charlemagne, grosse urgence sur la rive sud de Montréal. J'ai un gros intérêt pour la réanimation, surtout la logistique des soins en réanimation. Je suis aussi le président d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Application MD. Ça, cet organisme à but non lucratif a développé une application, je pense, hein. On vise à développer bien des applications, mais on a commencé avec l'application EasyDrip, qui est une application pour administrer des médicaments chez la population adulte et pédiatrique en urgence. Juste par transparence, je dois mentionner que j'ai été réviseur externe pour l'application EasyDrip. J'ai fait ça bénévolement, donc j'ai aucun attachement financier qui est relié à EasyDrip, mais juste que je voulais quand même mettre ça clair avec nos auditeurs. Là, on va parler de gestion des médicaments parce que je pense que tu as tout un cheminement qui est avec ça, mais il y a tellement de choses à dire sur la gestion des médicaments que je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse ça, qu'on regarde qu'est-ce qui t'a amené, tout le cheminement qui t'a amené vers la gestion des médicaments. Dans un prochain épisode, on pourra aussi regarder des trucs pratico-pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous pour s'améliorer. C'est quelque chose qui te va? C'est parfait. Cool! Fait que là, toi, tu disais que tu avais un intérêt dans la logistique des médicaments, mais qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? OK. Fait que je vais te parler d'un cas là, qui a eu un immense impact sur ma carrière de médecin d'urgence. Fait que c'est arrivé il y a à peu près 7 ans. Puis là, je te mets en contexte. C'était une soirée assez relaxe, ce qui est rare. On n'a pas eu de réanimation. Puis j'étais avec mon A-team. OK? Vraiment, là, du monde, le fun, des infirmiers, infirmières d'expérience. Puis l'ambiance est super relaxe. Puis tout d'un coup, je vois un infirmier qui s'appelle Jean Seb. Puis lui, il court dans le département en criant code rose. Puis écoute, je t'en parle, là, puis j'ai encore un petit peu le poil là, dressé, là, parce que Jean Seb, c'est le genre d'infirmier qui n'a vu d'autres. Tu sais, on a vraiment, là, tu sais, là, toi aussi, là, tu travailles, tu sais, tu travailles aux soins, là. Quand on a du staff d'expérience, ils sont pas stressés, mais quand ils sont stressés, il faut absolument que tu sois immédiatement stressé. Fait que là, quand j'ai vu Jean-Seb qui courait dans la salle, il a vraiment passé à travers notre aire d'évaluation, je me suis dit, écoute, ça va vraiment pas bien. Fait que là, je m'en vais en salle de réanimation. Puis là, je le vois avec un petit bébé de 2 jours, qui est tout petit sur l'immense civière. Puis on est tout seul. Parce que, tu sais, il n'y a pas eu d'appel des paramédics, il n'y a pas d'inhalo, on n'était pas prêts. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai un petit enfant de 2 jours en arrêt cardiaque. Et et on dit, ceux qui en ont fait, hein, c'est les copains, hein, ça vient de chercher, hein. C'est clair. Puis là, c'est qu'il y a une autre différence. C'est que si jamais tu me dis, OK, les paramédics t'appellent dans 15 minutes, il y a un enfant qui arrive en arrêt cardiaque, là, on va comme être prêt. Tu sais, tu vas avoir ta règle de Brasilo, 2 inalos, 3 médecins, le pharmacien d'urgence qui est au chevet. Ça, c'est une chose. Mais là, moi, je suis en train de boire mon latte, là. Tu comprends? Là? Puis là, lui, il arrive, il court, puis là, 2 jours, bam. Puis c'est un peu ça, l'urgence. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Puis qu'est-ce qui est clair, là, c'est que tu peux voir n'importe quoi. Puis quand tu vas le voir, tu es tout seul. Fait que dans les 30 premières minutes d'une réa, là, puis ça, je pense que c'est un point là, qui va revenir, tu peux demander de l'aide, mais sérieusement, tu es un peu tout seul. Fait que là, Janssen commence à le baguer un petit peu, puis rapidement, il recommence à respirer, puis on a une reprise du pouls. Fait que là, on appelle du monde, tout le monde finit par arriver. Puis comme ça arrive souvent, tu sais, les gens qui sont pas dans le milieu pensent que c'est la gestion de l'arrêt cardiaque qui est comme méga stressante. Mais qu'est-ce qui est méga stressant? C'est surtout quand ils repartent, parce que là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'avais un petit bébé avec aucun tonus, qui était cyanosé, pas capable de prendre de saturation, tout mou, un pouls filant.
les extrémités qui étaient clampées complètement, c'était froid, 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 respiration agonale. Puis là, il y avait comme pas mal d'affaires à faire. Fait que, essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. C'était clair qu'il fallait l'intuber, cet enfant-là. C'était clair qu'il fallait lui donner un petit peu de médicaments, fait qu'un agent inducteur, probablement le paralyser parce qu'il était un peu plus conscient. Fallait essayer de prendre une tension. On n'était pas capable d'avoir de tension, fait que ça nous prenait un bolus de cristalloïdes, probablement à partir des amines. On prend une température rectale qui est à 34,3, fait que probablement un sepsis, fait qu'il va falloir lui donner des antibiotiques. Puis il y a un infirmier qui prend un gluco, puis le gluco est à 1,8. Puis là, dans l'espèce de décours de tout ça, j'ai pris la règle de Broslow, puis je te jure, sur la règle de Broslow, Mathieu, il était marqué 2 grammes. Fait que ça, 2 grammes, là, ça, c'est censé m'aider. Là. Mais là, tu t'imagines, là, il y a tous ces médicaments à dire, là, c'est le bordel. Tout le monde se dit comment qu'on va faire pour que cet enfant-là aille mieux. Puis là, 2 grammes. Fait que là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que à cet âge-là, tu donnes du D10. Du D10, c'est 10 grammes par 100 cc, ce qui fait 0,1 gramme par cc. Puis 0,1 gramme, ben, si tu fais 2 divisé par 0,1, ça fait 20 cc. Ça, quand tu es relax, là, OK, c'est facile, c'est une règle de 3. Mais moi, je défie n'importe qui dans le monde de faire cette règle de 3-là dans une situation de stress. Au fur et à mesure que le stress va augmenter, on finit tout à un point par plus être capable de faire cette règle de 3-là. Puis ça, il y a même de la littérature qui décrit ça, hein, de la littérature militaire, là, qui montre qu'au fur et à mesure qu'on augmente le stress d'une situation, on perd nos facultés fines, on perd notre capacité de calcul, notre capacité de raisonner. Fait que ça a été extrêmement déstabilisant d'essayer de donner tous ces médicaments-là en même temps. Fait que finalement, on a fini par l'intuber, on a fini par y donner du volume, on a parti des amines, on lui a donné des antibiotiques, on a vu qu'il y avait une grosse pneumonie. Finalement, c'est un bébé, imagine-toi, qui avait été vu au mineur, puis qui a fait un code en salle de radiologie. Fait que là, le docteur du cas a fini par arriver. Puis, heureusement, ce cas-là a super bien évolué. J'ai même appelé après là, la mère quelques mois plus tard, puis le petit n'a pas eu de séquelles. Puis, ça a vraiment été un beau win de médecine d'urgence. Mais quand je suis ressorti de là, c'était pas tant un win. Ben, je me suis dit, c'est quoi qui a fait que c'était aussi chaotique? Puis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Fait que là, je me suis mis à complètement obséder sur ce cas-là. Ah oui, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand t'es pas prêt ou quand t'as pas l'habitude de ça, puis là, c'est tout ce qui a amené le chaos, hein. Il y a tellement de choses à améliorer. Tu te dis, ben, c'est un peu ça, hein. Il faut que tu améliores petit à petit tes affaires, mais quand, quand ça te pète dans la face un peu, c'est là que tu te dis, ah, ben là, faut améliorer le processus, faut trouver qu'est-ce que je peux améliorer, c'est quoi les outils. Parce que moi, en fait, tu sais, j'ai fait le processus que n'importe quel bon médecin d'urgence fait. Fait que là, je me suis mis à obséder là-dessus, puis à penser, à refaire le film dans ma tête de chaque étape, de qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent sur ce cas-là. Puis là, je me suis dit, c'est un problème de connaissance. Il faut que j'aille lire là-dessus. Fait que là, je me suis mis à lire, à lire, à lire. Puis là, il faut que je devienne meilleur en réanimation pédiatrique. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, Matt, que c'était pas un problème de connaissance. Parce que cet enfant-là, ultimement, là, si on fait une simulation comme on fait aux résidents là, d'examen oral, là, c'est pas compliqué. Là. Il y a une pneumonie, il faut l'intuber, il faut y partir des amines, il faut lui donner des antibiotiques puis du dextrose parce qu'il est hypoglycémique. Fait que ça, c'est pas en lisant plus que le cas va mieux aller. Tu comprends? Parce que, dans le fond, c'était pas un défi diagnostique ou de quel médicament donner. Ça, c'était évident qu'est-ce qu'il fallait donner. Le problème, c'était comment passer de cette idée-là du traitement qui était claire, mais de l'appliquer d'un point de vue pratico-pratique. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que sur ce cas-là, ce qui a été le plus dur, c'est la logistique d'administration des médicaments. Puis par logistique, c'est comme si je me suis rendu compte qu'il y avait 3 quarts de métier qui étaient confrontés. Tu sais, le médecin, lui, il va avoir un type de médicament à prescrire. Je veux partir de l'épinéphrine en drip à 0,1 microgramme par kilo par minute. Fait que ça, c'est ce que le médecin veut. Après ça, la nurse, elle veut avoir une prescription claire en termes de recettes. Je mets quoi, combien de cc, dans quel diluant, je pars ça à quelle vitesse. Puis le pharmacien, ben lui, il va se poser des questions plus fancy, à savoir, mais là, ta préparation, la concentration, est-tu correcte pour les veines du bébé? C'est-tu stable? Est-ce qu'il faut ajuster en fonction de la clairance de la créatinine, de voir avec le volume de distribution du patient, de faire des ajustements? Mais le problème, c'est que bedside, on n'a pas d'outils qui réussissaient à mettre tout ce beau monde-là ensemble.
Fait que t'as le médecin qui va dire, j'ai checké sur Pépide, ça c'est la dose. La nurse va aller voir dans le guide d'Ottawa, puis le pharmacien va aller voir dans le Taketomo. Mais là, quand c'est le super KO à l'urgence, c'est ben trop long. Fait que là, on finit par improviser. Puis aussitôt qu'on fait des règles de 3 dans ces contextes-là, ben, c'est à risque d'erreur épouvantable. Là, tu disais que tu avais, tu sais, chacun a ses références, mais t'as pas de genre de méga cartable là, ou tableau Excel là, tu sais, de manuel d'administration intraveineux? Ben, en fait, c'est que, tu sais, ultimement, peu importe le gros cartable que tu vas avoir, tu peux toujours avoir une balle courbe. Tu sais, dans le sens que vu qu'on peut voir n'importe quoi, si jamais tu es dans un gros centre adulte, puis tu as un cas PED qui arrive, il y a des grosses chances que ce ne soit pas dans ton cartable. Mais là, moi, ce qu'on s'est dit, c'est, après ce cas-là, là, c'est exactement ça. On va faire un giga cartable d'administration des médicaments PED. Puis, écoute, j'ai passé avec avec Mireille Brisson, qui est pharmacienne, puis Mathieu Vincent, un urgentologue qui travaille chez nous, puis qui travaille aussi comme urgentologue pédiatrique à Sainte-Justine. On a passé au moins 1 an et demi à faire ce gros cartable-là. Fait qu'on a pris tous les médicaments qui peuvent être utilisés. Puis on s'est fait des recettes, puis on a fait des beaux tableaux Excel qui a été une horreur à faire un editing, tu sais, pour que tout arrive avec des belles couleurs. Puis là, tu pouvais regarder épinéphrine, 30 kilos, 0,1 microgramme par kilo par minute. Puis là, ça te donnait le bon nombre de CCR. Puis là, après 1 an et demi, on a envoyé ça en salle de réa, puis on s'est rendu compte que ça servait absolument à rien. Tu sais, dans le fond, il y avait moi, Mireille, puis Mathieu, OK, qui aimaient le cartable. Puis le monde disait, arrête, là, l'enfant est en train de mourir. Tu commences à flipper les pages par ordre alphabétique. Puis c'était super gros, là. Ça prenait, tu sais, vraiment là, le plus gros format du bureau, en gros. Fait que là, j'étais comme, OK, fait qu'on a travaillé 1 an et demi pour absolument rien. Ouais, c'est sûr que, tu sais, bon, je vois que ça a été comme, je veux pas le qualifier d'échec, là, mais mettons que c'est un outil qui a été peu utilisé malgré tout le travail investi. Le danger de ces cartables-là, tu sais, je le vois chez nous aussi, comme tu l'as dit, c'est dur à utiliser, mais c'est aussi le maintien à jour de ces cartables-là. Parce que tu sais, des fois, tu mets une fiche d'un médicament à jour, mais là, après ça, ben, il faut que tu penses à aller mettre à jour la version papier. Puis là, des fois, tu te ramasses, hein, il y en a trois quatre de versions papier qui se ramassent un peu partout dans l'hôpital ou un peu partout dans l'urgence. Et là, tu sais, il y a quand même des limites là, à avoir de quoi qui est imprimé. Là. Je suis d'accord avec toi. Là. Mais aie pas peur de qualifier ça d'un échec, parce que pour moi, c'est un échec retentissant, mon cher. Écoute, tu sais, là, quand tu dis là, la valeur d'un travail temps investi versus comment ça te sert, là, écoute, c'était zéro. Fait que là, je me suis dit, OK. Fait que là, le cartable, oublie ça. Fait qu'on va faire une application. Fait que là, ce que j'ai fait, parce que j'avais aucune idée par où commencer, fait que j'ai fait une demande de soumission à toutes les boîtes qui font des applications, là, y compris ceux qui font la Presse Plus, tu sais, là, ce que tout le monde utilise là, sur leur téléphone. Puis les autres, ils m'ont fait une soumission, la Presse Plus, pour 150 000 $. Fait que là, j'ai fait, OK, ça marche pas. Fait que je vais essayer de devenir un programmeur d'applications iPhone. Fait que là, je suis parti pendant au moins comme 3 à 6 mois là, à suivre des cours online pour apprendre le Swift, qui est le langage natif là, pour les applications mobiles sur iPhone. Puis là, j'ai réussi à faire des petites applications comme de sondage, des petits jeux de blackjack, tu sais, des trucs comme... Puis là, je me suis rendu compte que tu sais, des fois, là, tu te rends compte quand tu commences à devenir plus connaissant dans un sujet, à quel point tu connais rien là-dedans. Tu sais, là, Ouais. tu Ah, il y a sais, une courbe d'apprentissage. Hein. Moins tu connais quelque chose, plus tu penses que tu le sais. Puis il arrive un point où tu commences à avoir assez de connaissances, puis là, tu te dis, ouais, je suis quand même assez à l'aise. Puis plus tes connaissances augmentent, plus tu réalises que l'univers des connaissances est juste trop vaste. ben là, j'ai comme ouvert la porte, puis là, je me suis rendu compte, oh, ah non, 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 là, c'est compliqué ce que je veux faire, là. Là, j'ai vu, tu sais, c'est parce que moi, il faut que j'aille travailler à l'urgence aussi, là. Fait que là, j'ai comme fait, tu n'es pas un programmeur. Fait que là, ça m'aura permis, ça, deuxième échec, de voir que je pouvais pas devenir un programmeur puis programmer ça tout seul. Fait que là, après ça, on s'est dit, OK, fait que là, si je peux pas le faire tout seul, comment qu'on peut réussir à faire l'app quand même? Parce que j'essayais de voir qu'est-ce qui existait, puis sérieusement, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Il existait, tu sais, à ce moment-là, la règle de Brazlow. Puis là, on remonte quand même à 6 ans. Là, fait que dans ce temps-là, c'était aussi un petit peu moins développé. Puis la règle de Brazlow, ça ne marchait pas pantoute parce que tu n'as pas les drips, le nombre dextrose, c'est en grammes. Là, il existait l'application Pédistat dans le temps qui est encore beaucoup utilisée.
mais qui ne donnait pas beaucoup de références. Fait que, tu sais, supposons que tu avais la dose de dilantine. OK, je veux bien 20 mg par kilo, mais après ça, tu le donnes en combien de temps? Tu le dilues dans quoi? C'est quoi qu'il faut que tu surveilles? Ça, c'était pas clair. Puis il existait à ce moment-là aussi le guide d'administration des médicaments de Sainte-Justine, qui est vraiment un excellent petit livre, mais qui a encore les limitations du format papier. Tu sais qu'on ne peut pas mettre trop d'informations parce que sinon, ça devient un trop gros cartable. Fait que tu finis par avoir quelques petites infos, mais là, je me disais, je pense que de faire un format application, ça nous permettrait que ça soit beaucoup plus facile à utiliser, qu'on puisse mettre plein de stocks là-dedans, puis qu'on puisse faire beaucoup, beaucoup de liens. Puis les seules apps qui existaient, comme je te dis, c'est Pedistat. Puis, il y avait aussi quelques autres applications qui présentement sont même plus sur le marché où les docs avaient, mettons, marqué 20 mg kilo, mais ils ne mettaient même pas de dose maximale, de dose minimale, puis c'était des applications vraiment dangereuses qui n'avaient pas été pensées là, de A à Z. Fait que là, on s'est dit, ça nous prend un app. Fait que je suis allé voir ma gang d'urgence, puis le département d'urgence de l'hôpital Charlemagne, chaque membre ont décidé de cotiser pour réussir à développer l'application. Ce qui est vraiment cool. Puis encore à ce jour, s'il y en a qui écoutent, merci d'avoir cru au projet, là, parce que ça a toujours été, dès le départ, un but non lucratif. Là. Puis là, on a fait l'application Easy Drip Ped, qui a été distribuée, si je me rappelle, de 2017 à 2018. Ouais, pour l'avoir utilisé personnellement, c'était vraiment une application qui était très bien faite, là, puis qui nous aidait beaucoup dans les copettes. Je l'ai utilisé je sais pas combien de fois au chevet. Là. Puis ce qui était vraiment trippant, là, c'est que on a réussi à la distribuer quand même. On a peut-être 1700 à peu près là, à travers le monde. Mais là, c'est qu'on a commencé à recevoir des emails. Puis ça, c'était comme notre paye. Là, de savoir qu'à Amos-Lassar, là, je recevais un email de dire on a eu un enfant de 4 mois, puis il est en arrêt, puis merci, l'application, ça a vraiment aidé. Fait que là, ça, toute la gang était méga, méga motivée. Fait que ça nous a poussé à continuer de faire ça. Puis on recevait des emails super louches. Là. Genre, il y a un néonatologiste de Plattsburgh qui me disait ben là, votre 3 kilos de poids minimal, moi, c'est des patients obèses en néonatologie. J'aimerais ça que vous baissiez ça à 500 grammes. Puis j'étais comme ah ouais, man, pas trop sûr. Là. OK? 500 grammes, là, ça sonne comme un range qu'à l'urgence, je suis pas à l'aise. Tu sais? C'est quoi, 500 grammes? C'est une livre de beurre, là? Ouais, c'est un peu ça, tu sais, puis là, j'imaginais mon... Non, fait que là, j'ai dit, OK, fait comment qu'on réussit à pousser ça, mais que ça reste pertinent pour l'urgence, puis à un moment donné, là, je veux dire, moi, je peux pas donner des recommandations pour la néonate, là, je suis médecin d'urgence. Puis là, j'ai comme eu un deuxième cas, Matt, qui m'a fait complètement freaker. Ok, c'était quoi, ce cas-là? Fait que là, tu peux t'imaginer que on sentait comme groupe, là, avec l'application, un peu plus à l'aise pour l'administration des médicaments en PED, parce qu'on a été assez obsessifs, là, on a mis à peu près tous les médicaments, fait que là, le monde a commencé à utiliser ça. Puis là, c'était encore une soirée, parce que c'est tout le temps le soir que ce genre de cas-là arrive. Il y a un patient d'à peu près 400 livres, puis j'exagère pas, OK, qui arrive avec un gros angioédème. Puis encore là, pas d'histoire claire, OK? Il y a de la misère à parler, grosse langue, il y a une tension un peu soft, puis je réussis pas trop à comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je dis, OK, on va donner un épi correct, mais là, l'épi marche pas. Puis là, bon, OK, sa pression tombe un peu, on donne un bolus, OK, on va-tu partir une PEV d'épi IV? Puis là, il y a un code qui arrive en même temps. Puis là, tu sais, c'est tout le temps comme ça à l'urgence que là, OK, là, j'aurais pas les deux en même temps, mais tu sais comment ça arrive, c'est que ça divise les ressources. Fait que là, moi, j'avais comme 3 nurses, toute ma gang, mais là, ils disent, ben là, on va aller sur le code avec l'autre docteur. Fait que là, je me retrouve avec une nurse devant ce patient-là qui allait vraiment pas bien. Puis là, je commence à me trouver tout seul un peu. Tu sais, parce que je suis comme, OK, mais là, il faut que je parle des PIV. Là, j'arrive pour checker Easy Drip. Ah non, c'est vrai, on a juste fait ça pour la PED. Puis là, je me disais, mais lui, tu sais, je veux bien 0,1 microgramme par kilo par minute, mais là, à 200 kilos, ça marche pas. Mais là, j'utilise-tu le poids idéal? Là? J'avais un feeling que mesurer le patient, ça me tentait comme pas trop de mesurer le patient, calculer un poids idéal. Puis là, demande-moi pas pourquoi, mais là, on a fini par dire, par suspecter, ah, tu sais, ça pourrait être un angio-édème héréditaire. Fait que là, je lui ai donné des complexes de C1 estérase. Puis là, on n'avait pas le protocole de Bérinaire. Puis là, il fallait peut-être faire une intubation éveillée. Fait que là, appelle l'anesthésiste.
Puis finalement, le cas a bien évolué, puis ça a fini par tourner le coin, puis je me suis rendu compte à la fin que, tu sais, la vraie histoire, là, c'était un gars qui était allergique aux peanuts, puis il avait décidé que ses chums, est-ce que je suis encore ce soir allergique aux peanuts? Puis la réponse était oui. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, C'est quelqu'un qui a gagné un prix Nobel, là. écoute, c'était vraiment ça, mais tu sais, ça a pris comme du temps avant de comprendre ça. Fait que finalement, les complexes de Sion-Estérase ont comme pas trop aidé. Puis finalement, il n'a même pas fallu l'intuber. Puis ça a comme bien évolué, tu sais. Mais là, quand je suis arrivé chez nous le soir, je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose là-dedans. C'est que, tu sais, en pédiatrie, par définition, c'est rare qu'on en voit. Fait qu'on est tout le temps un peu plus stressé. C'est des enfants. On veut tout faire. Puis, vu que ça arrive pas souvent, on a un malaise. Fait que c'était évident que ça nous prenait un outil pour ça. Mais pour les cas adultes, on y pense moins parce que, surtout dans les gros centres, tu sais, mettons que je te dis, toi, tu es aux soins, Mathieu, puis il faut que tu parles de la norépinéphrine. Tu sais, tout le monde sait la recette du Levofed. Fait qu'à cause que c'est un peu notre bread and butter, on se pose moins de questions par rapport à ça, puis on se dit, ben regarde, je vais partir ça, mets un 4 dans 250, puis pars ça à temps. Sauf que, ultimement, on a toutes des cartes dans nos connaissances. Puis ça, ce cas-là, ça me l'a complètement reflété de dire, OK, t'es bon pour partir du Levofed, OK, mais mettons que mon patient, il aurait eu des bêta-bloqueurs. C'est quoi la dose de glucagon? C'est quoi la perte de glucagon? Si jamais mon deuxième vasopresseur, c'est de la vaso. De la vaso, vous êtes habitué aux soins, à l'urgence, c'est rare qu'on fait ça. Puis mettons, tu as un choc septique avec une cardiomyopathie septique, il faut que je parle de la dobutamine. Comment tu passes ça de l'urgence? Puis ça, à cause que c'est rare, ben, ça revient un peu comme la TED. On se retrouve dans une situation méga stressante où on n'a pas vraiment idée comment l'administrer. Puis on a le même problème de la logistique d'administration des médicaments en adulte. Mais tu sais, dans le fond, si jamais tu veux voir du chaos, là, Mathieu, là, je vais te donner la chose à faire. OK? Tu prends une petite fille de 2 ans avec une bronchiolite. Tu l'amènes dans un centre quaternaire de pédiatrie. OK? Tu t'en vas au triage, puis tu fais coder son grand-père de 85 ans. OK? Fait que, tu sais, on pense, fait que, mettons, quand tu es dans un centre quaternaire, ben, de PED, ben, commencer à partir une perf d'épi en PED, ils sont pas stressés parce que eux, tout est déjà canné, ils ont tous leurs protocoles, ils ont tous leurs trucs. Mais à l'urgence, tu peux voir n'importe quoi. Puis je peux Ouais. te garantir qu'il n'existe pas une urgence pédiatrique au monde qui est méga à l'aise de coder un vieux de 85 ans. T'sais. Puis nous, là, le vieux de 85 ans, on fait comme, ben là, tu sais, c'est ça qu'on fait tout le temps. Mais après, quand on a un enfant, là, c'est super, super stressant. T'sais. Fait que dans le fond, moi, ça m'a comme fait réaliser qu'on a besoin d'un outil qui est adulte et pédiatrique. Parce que si tu fais de l'urgence pédiatrique, ben quand tu vas avoir un grand ado ou, tu sais, puis ça peut clairement arriver, là, tu sais, es dans un centre PED avec des grossesses Ouais. à risque, tu as la femme enceinte qui est en éclampsie, qui se met à convulser, qui fait un embolie pulmonaire massive, il faut que tu donnes du TNK. C'est clair que la dose de TNK, pour tous ceux qui font juste de la PED, c'est pas quelque chose qu'ils vont lire chaque jour, tu sais. Fait que là, c'est comme là que j'ai réalisé que l'outil, il faut qu'il soit PED et adulte. Fait que pour faire ça, on a comme agrandi de façon assez impressionnante l'équipe. Fait qu'on est allé chercher Jean-François Couture, qui est omni-intensiviste à Saint-Jean, avec Anne Letourneau, qui est une pharmacienne aux soins. On est allé chercher une toxicologue, qui est Sophie Gosselin, avec Éric Villeneuve, qui est un pharmacien spécialiste en toxico. Puis là, on a commencé à faire une immense revue de littérature sur tous les médicaments adultes possibles. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le Tintinelli, qui est le textbook de médecine d'urgence, puis tu parlais de préparation. Puis j'ai checké chaque chapitre, puis je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver à l'urgence qu'il faudrait que j'aille à donner un médicament, tu sais? Fait que là, on a fait ça comme ça. Puis là, pour la PED, ben, tu sais, je t'avais parlé qu'on était un peu limité par certaines requêtes qu'on avait, tu sais, entre autres, là, de notre néonatologiste de Plattsburgh. Fait qu'on s'est dit, on aurait besoin d'un peu plus d'expertise en PED, même si on a un urgentologue pédiatrique. Fait qu'on est allé chercher Christopher Marquis, qui est un pharmacien en soins intensifs pédiatriques, qui, pour lui, tu sais, partir de la milrinone, c'est un peu comme le Tylenol en post-op de cœur PED. Tu sais, fait que c'est comme un monde que tu peux même pas t'imaginer, tu sais, là. Fait que là, on grossit l'équipe, mais là, on se retrouve avec le même problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le patient de 400 livres? Ouais, parce qu'il n'y a pas énormément de littérature hein, sur ces patients-là. Quel point on utilise, parce que faut ajuster des fois en fonction du médicament, s'il est hydrophile ou bien il est liposoluble, ou si on le donne en perf ou non. Tu sais, puis c'est pas super clair dans la littérature, il n'y a pas énormément de choses. Là.
Ben, en fait, moi, ce que je me suis dit, puis là, on peut parler du troisième échec. Je me suis dit, je vais devenir un expert en pharmacothérapie chez l'obèse. Fait que là, j'ai commencé à lire des études là-dessus, mon vieux. Puis c'est assez obscur, hein? Tu sais, chapeau à tous les pharmaciens out there là, qui lisent tu sais, des trucs de volume de distribution fuckés, là, avec, là, tu sais, toutes les protéines qui lient le médicament plasmatique. Puis là, je me suis vite rendu compte que, un, il n'y avait pas grand-chose, puis que c'était vraiment plus compliqué que je pensais. Tu sais, moi, j'avais des médicaments hydrophiliques, poids idéal, lipophilique, poids total, puis encore la même chose. J'ai comme ouvert la porte pour faire Oh boy, tu sais, Une c'est autre clair boîte que ça de marche pas. Pandore ouverte, là. Ah ouais, ouais, ouais. Puis là, je m'en allais vraiment laisser tomber, puis dire, écoute, on le sait pas. Puis tu sais, on a comme toute notre espèce euh, de façon de faire notre revue de littérature. Tu sais, fait que là, moi, je suis allé sur PubMed, après ça, sur Google Scholar. Là, je trouvais rien, fait que je suis allé sur Amazon. Fait que là, je me suis dit, non, mais tu sais, comme, là, last ditch effort, là, tu sais, là, je lance ça comme ça. Puis là, je vois un livre qui s'appelle Demystifying Drug Dosing in Obese Patients. Puis là, j'avais pas attrapé ça, mais pas pantoute dans ma revue de littérature. Puis encore mieux, c'était daté de l'année que j'étais en train de faire la recherche. Tu sais, puis ça, n'importe qui fait une revue de littérature, là, il n'y a rien de plus cool que de trouver quelqu'un qui s'est tout tapé la job pour toi puis que c'est à jour. C'est Ouais. comme... Ouais. Fait que là, je lis le livre. Le livre est écœurant. OK, c'est deux pharmaciens, Brandon Shaw du Texas, puis David E. Zimmerman, un pharmacien d'urgence de Pittsburgh, qui ont fait toute la littérature, y compris la littérature animale, à se poser la question comment on devrait administrer chaque médicament existant, ou presque, là, chez les obèses. Fait que là, c'était super cool. J'ai lu ça, puis tu sais, de façon frénétique, parce que là, je trouvais enfin là, comme une synthèse de tout ça. Puis c'est compliqué, mais il existe des études là-dedans. Mais là, je me suis dit, mais là, je suis quand même pas expert. Fait qu'il faut les embarquer dans le projet. Fait que là, je leur ai envoyé un email. Ils m'ont pas répondu. J'ai essayé qu'ils deviennent mes amis sur LinkedIn. Ils m'ont pas répondu. Et là, c'est là que j'ai découvert LinkedIn Premium. OK? Est-ce que tu connais LinkedIn Premium, Matt? Non, pas ça. Bon, fait que LinkedIn Premium, ça te permet d'envoyer un email à quelqu'un même s'il veut pas être ton ami. OK? C'est fou ce que tu peux faire quand tu payes, hein? Ouais, fait que là, j'ai payé ça pendant un mois, puis là, j'ai envoyé un email en disant, messieurs, vous avez fait un livre extraordinaire, mais il n'y a personne qui va le lire parce que c'est trop spécifique. Puis là, je vous donne la possibilité d'embarquer avec nous autres dans EasyDrip, puis que tout votre travail, ça sera même pas compliqué pour vous autres, il soit utile bedside pour les patients. Puis là, ben, ils ont dit oui. Fait que c'est quand même cool, tu sais. Fait que LinkedIn Premium, merci. OK, je suis pas payé par LinkedIn Premium. Mais ça a eu un gros impact, tu sais, là, sur tout ça. Puis ce que ça nous a permis de faire, en fait, c'est d'avoir l'idée, en tout cas, que l'application, si jamais tu rentres la taille du patient, ben là, tu peux calculer un IMC. Si le patient est obèse, ben là, si tu peux calculer un poids ajusté, un poids total, un poids idéal ou un poids spécifique, comme par exemple pour le dilantin, là, qui a des formules dans la littérature très spécifiques. Ouais. Puis après, de flaguer chaque médicament, puis de dire, le rocuronium, ça se donne en poids idéal. La succinylcholine, ça donne en poids total. Puis faire ça pour chacun des médicaments. Fait que là, t'es en train de me dire que t'as comblé un des gaps que t'avais, là, que si tu te retrouves devant un deuxième patient de 400 livres, là, tu vas avoir une meilleure idée de quel poids prendre, là. C'est clair. Ça fait que ça a réglé le problème. Mais là, le deuxième problème qu'on avait, c'est que pour faire la version adulte, on avait besoin de financement. Parce que là, même si on avait vendu 1700 applications à 3 ça coûte beaucoup plus cher que ça. Fait qu'on est allé voir la fondation de l'hôpital Charlemagne qui a généreusement financé la portion de l'application. Puis là, au début, on voulait faire une version PED et adulte. Puis finalement, on s'est dit, ça n'a pas de sens parce que les gens PED, ils peuvent voir de l'adulte, puis les gens adultes, ils peuvent voir du PED. Fait qu'on a décidé de faire juste Easy Drip avec les deux dedans, y compris toutes les informations toxico, toutes les informations pour obèses. Ouais, Fait c'est que plus si tu simple veux, aussi, hein, c'est tout à la même place, puis t'as pas deux, trois applications. oui, c'est exactement. Fait que là, on a tout fait ça. Puis l'application, après ça, on est arrivé pour le publier sur l'App Store, puis on a été rejeté. Fait que là, c'était comme un quatrième échec. Mais comment ça, vous avez été rejeté sur la App Store?
Ouais, fait que là, le App Store, ils ont resserré leurs guidelines. N'importe qui veut faire des applications mobiles, là, OK, ça, c'est comme important, cette partie-là, là, pour pas aller chercher le financement, faire l'application, mettre des milliers d'heures, puis après ça, que ça marche pas. OK, tu sais, moi, j'ai comme fait ça à l'envers, là, mais remarquez, avoir su, peut-être, je l'aurais pas fait. Fait que peut-être, c'était mieux que ça se fasse de même. Mais c'est que l'App Store, en 2018, il y a eu des guidelines de la FDA pour resserrer la publication d'applications médicales. Ce qui est vraiment une super bonne idée parce qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi. Puis si vous regardez sur le Google Play, il y a encore plein d'applications méga dangereuses. Okay? J'ai même vu des études qui ont essayé de voir, mettons, à quel point, en faisant une revue de littérature, les applications reflétaient les standards de pratique. Puis je pense que c'était 60% sur certains sujets. Là. Okay, il y avait tout classé ça par sujet qui montrait que ça ne reflétait pas les standards de pratique. Fait que, il y a du monde qui font des applications, ils font ça un peu boboche, ils publiaient ça, ils ne les mettaient plus à jour, puis ça restait disponible. Mais là, Fait que, tu soulèves un grand point, excuse Fred, mais tu ouais, soulèves un point qui est, je pense, méga important, puis que ça rapporte à EasyDrip ou pas, là. Tu sais, quand tu utilises un outil comme clinicien, il faut que tu t'assures que l'outil soit correct. Fait que, tu sais, avant d'utiliser une application, ben, il faut que tu le testes, puis il faut que tu vérifies les références, puis une fois que tu sais que c'est correct, là, tu peux t'appuyer dans ta décision, ta démarche clinique pour pouvoir les utiliser. Parce que si tu fais ça de façon aveugle, là que c'est dangereux. Puis, tu sais, si tu fais une erreur à cause de l'application, souvent, euh, ne se substituera pas à ton jugement clinique puis à ta décision clinique. Fait que c'est super méga important de toujours vérifier l'application puis de le tester avant de l'utiliser, là, peu importe l'application qu'on utilise. ouais, ça, c'est clair. Puis dans le fond, en 2018, puis probablement qu'il y a des gens qui ont remarqué ça, là, il y a comme eu un ménage parce qu'il y a plein d'applications qu'on aimait qui étaient plus disponibles. Là. Fait que, tu sais, ils ont vraiment comme enlevé, là, je te dirais, 80% des applications médicales, là, quasiment. Là, OK? Puis ça marche comme un tribunal. OK? C'est super intéressant. Fait que là, moi, j'ai dit, ben moi, je suis pas d'accord. Fait que je suis allé en appel. Puis là, en appel, là, ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas la compagnie qui fait le médicament. Fait que là, j'ai rejeté l'appel. Puis là, je suis allé comme à l'autre niveau parce que moi, je voulais parler à un être humain, là, tu sais, là. Puis là, finalement, j'ai parlé avec, en fait, c'est la clique là, du App Store Review. Puis, pour comprendre que le gros problème, c'était que la médecine d'urgence, c'est off-label. Mais ça, on ne s'en sort pas. Là. J'ai essayé de trouver des façons. Si jamais on enlève tous les médicaments off-label de l'application, ben, elle ne sert plus à rien. Tu comprends? Le but, c'est justement, tu as écouté un épisode sur IM-Crit, tu veux donner de l'épinéphrine en push dose presser, mais tu es dans le feu de l'action puis tu as peur de te tromper dans la recette. Même si ça fait du sens physiologiquement, puis il y a quelques petites études qui supportent peut-être son utilisation, c'est clairement off-label. Là. Quand ils ont fait l'épinéphrine au début, ils ne pensaient pas faire ça. Fait que là, on n'a pas réussi à trouver de façon de réussir à publier du off-label sur le App Store en n'étant pas une espèce de grosse université ou un gros organisme public. Fait que là, on est parti dans une longue démarche. On a essayé de s'associer à l'INES, on a essayé de s'associer aux universités, de faire des partenariats avec plein d'associations. Mais le gros problème, c'est que aux États-Unis, les hôpitaux, vu que c'est un système privé, sont vraiment heureux de publier des applications parce que là, ça leur donne de la renommée. Puis là, c'est l'application de la Mayo Clinique. Mais nous, au Québec, ça ne peut pas fonctionner. L'hôpital ne peut pas, parce qu'on est allé voir l'hôpital. Moi, j'aurais dit, regarde, on va vous donner ça, on va continuer à travailler là-dessus bénévole, donner l'application, puis occupez-vous-en. Mais le problème, c'est que notre système, l'hôpital, n'est pas une entité qui peut détenir quelque chose comme ça. Fait que là, c'était vraiment compliqué. Fait que là, shout-out à mon développeur incroyable, Joao Oliveira. Il a réussi à changer le format de l'application pour un format PWA, qui est des Progressive Web-Based Apps, qui, grosso modo, permettent d'offrir à peu près la même expérience utilisateur, mais en bypassant l'App Store puis en étant via le browser que vous utilisez sur votre téléphone. Fait que dans le fond, c'est possible d'installer l'app sur ton téléphone sans passer par l'App Store. Fait que c'est un peu ça comme l'histoire là, du échec de la publication sur l'App Store. Fait que peut-être ça va permettre à quelqu'un, quelque part, de penser à ses affaires avant d'investir plein d'argent pour publier ça. Cool! On va faire un recap sur EasyDrip. Alright, fait que dans le fond, si on fait un petit recap, EasyDrip, c'est une application à but non lucratif qui peut vous aider potentiellement pour vos réanimations adultes et pédiatriques.
Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, on vous la donne. Vous avez juste à vous référer à notre site web. Puis un petit message aux développeurs d'applications potentiels qui nous écoutent. C'est pas facile, ça coûte très cher, mais c'est bien le fun. Super, fait qu'on réfère les gens à ton site internet. Mais tu as appris énormément de choses en développant EasyDrip. Je pense qu'il y a beaucoup de perles que tu as apprises qui pourraient bénéficier à nos auditeurs. Donc, je pense que ça vaudrait la peine qu'on se revoie la semaine prochaine pour en discuter. All right. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Les épisodes sont disponibles sur notre site internet francophone.com ainsi que sur toutes les plateformes. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.